Bonjour à tous et bienvenue au troisième live du MOOC Nectar. Donc, je m'appelle Clémentine, je suis élève ingénieure en troisième année à Montpellier Supagro. Et donc avec 5 autres élèves, nous nous chargeons de l'animation du live et du forum du MOOC dans le cadre du parcours Plant Science de notre formation ingénieur agronome. Donc aujourd'hui, je suis assistée par Emma et ainsi que par Abigail et Emma qui recevront vos questions. Bonjour à toutes et à toutes. Donc je vais maintenant vous présenter les 6 intervenants d'aujourd'hui qui vont répondre à vos questions. Marie-Stéphane Tixier, vous êtes professeure à Montpellier Supagro, spécialiste des acariens prédateurs et responsable du projet MOOC. Emmanuelle Artige, vous êtes technicienne à l'INRA, responsable du plateau collection. Armelle Cœur d'Acier, vous êtes ingénieure de recherche à l'INRA, systématicienne et spécialiste des pucerons. Éric Pierre, vous êtes assistant ingénieur à l'INRA, entomologiste et responsable de la base de données Artemis. Laurent Soldati, vous êtes assistant ingénieur à l'INRA, entomologiste et responsable du plateau technique du CBGP. Et Jean-Claude Stretto, vous êtes entomologiste, ingénieur de recherche à l'INRA UMR CBGP et spécialiste des punaises et des aleraudes. Clémentine va vous poser la première question. Donc la première question va être pour Laurent. Donc, elle se divisera en 2 parties. Donc, tout d'abord, c'est Pat32K qui nous a dit qu'il avait découvert un article donc, sur Wikipédia qui parlait de la notion d'obstacle taxonomique. Et donc, il dit qu'il est question de pénurie croissante de spécialistes en taxonomie, ce qui risque à terme de faire obstacle à la bonne connaissance de la biodiversité du monde vivant. Donc... Alors, théoriquement, c'était Jean-Claude qui était censé répondre à la question. Alors, je ne sais pas si je lui passe le... Donc effectivement, il y a une pénurie de taxonomistes actuellement, mais je pense que ce n'est pas une nouveauté en fait, parce qu'il n'y en a jamais eu beaucoup. Simplement, la demande s'est accrue, et donc on perçoit davantage ce manque aujourd'hui que dans les siècles passés, par exemple. Mais je ne sais pas, j'ai passé le micro à Jean-Claude. Alors effectivement, on a un manque de taxonomistes en ce moment qui se fait beaucoup sentir. Donc l'âge d'or de la taxonomie, c'était quand même entre 1900 et 1950. Et depuis 1950, ça a changé de mode. Donc les postes ont été petit à petit éliminés. Puis il n'y a plus de taxonomie à l'université, par exemple, ce qui manque beaucoup. Et donc où c'est qu'on voit qu'il y a des problèmes? Le diagnostic en agronomie est de plus en plus mal fait. Donc ce qui pose des problèmes, on rate des espèces invasives. On fait des traitements où on met en place des mesures de gestion qui ne sont pas les bonnes parce qu'on n'a pas identifié correctement le ravageur au départ. On a également des problèmes avec ce qu'on a vu dans le MOOC, le barcoding environnemental, parce que pour pouvoir analyser les données, il faut bien évidemment connaître les espèces qui sont dans les milieux, donc ce qui n'est pas fait. Et donc du coup, on a des techniques absolument géniales qu'on ne peut pas analyser à l'arrivée parce que les bases de données sont incomplètes. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font qu'on a besoin de nous et qu'on manque de taxonomistes. Et donc la deuxième partie de la question. Oui. Donc il ajoute que pour contrecarrer les effets de cette pénurie, une approche qui est traitée dans le cours est évoquée, donc le barcoding. Il dit que l'avantage est manifestement que l'on peut inventorier des espèces sans avoir besoin d'être un taxonomiste aguerri. Et toutefois, donc l'article Wikipédia fait critique de ces approches bioinformatiques en parlant de triple myopie, donc triple, car il y a 3 approches bioinformatiques qui sont évoquées. Et donc, il est rapporté notamment qu'une taxonomie de l'ADN ne peut pas remplacer la classification par la morphologie. Alors, je vais essayer de répondre à ça. Alors, j'ai pas lu l'article avec les trois trucs bioinformatiques, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on peut répondre quand même à la question globalement. Si vous avez bien suivi le MOOC, vous avez vu que pour décrire une espèce et un taxon, on fait appel à de la taxonomie intégrative. C'est-à-dire qu'on prend en compte tous les caractères qui sont disponibles, c'est-à-dire la morphologie, l'ADN, la biologie, l'éthologie, le son par exemple que font les cigales. On prend également en compte le fait que les espèces se croisent ou pas, on en a déjà parlé au live précédent. Tout ça, ça fait une définition d'espèce. Une espèce est définie, l'intérêt c'est qu'elle ait une réalité biologique. Donc c'est à peu près aussi bête de déterminer une espèce sur un petit morceau d'ADN que sur une seule longueur de soie, n'est-ce pas Marie-Stéphane? De décrire. Donc il faut plein de critères pour faire ça. Et donc du coup, pourquoi on choisirait plutôt une séquence que les autres critères? Donc d'un point de vue fondamental, le barcoding, c'est pas intéressant tout seul, c'est un outil parmi d'autres pour décrire des espèces. Après,
où on a cru que ça allait remplacer les taxonomistes. C'est pas tellement remplacer les taxonomistes, c'est remplacer les gens qui identifient en routine. Parce qu'effectivement, une fois que les barcodes sont prêts, que les bases de données sont complètes et fiables, n'importe quel laboratoire peut faire une analyse sans spécialiste. Dans les faits, on se heurte à plusieurs choses, et c'est pour ça que je pense que l'effet est inverse, c'est qu'en fait le barcoding normalement demande beaucoup de taxonomistes et crée une demande plus qu'il n'en supprime, parce que on est face au constat suivant, donc on a besoin de taxonomistes pour faire ces barcodes. Pourquoi? Parce que faire des séquences, n'importe quel laboratoire est capable de le faire. Mettre nom sur la séquence, ça nécessite d'attraper le spécimen, de l'identifier, et actuellement on l'identifie morphologiquement, c'est le plus... Souvent il n'y a pas d'autre moyen. Et ensuite on met le nom sur la séquence et on a un barcode qui est correct. En plus, pour qu'il soit correct, il faut vérifier que toutes les espèces voisines sont bien discriminées, et pour ça il faut faire le même travail sur toutes les espèces voisines, et donc c'est un vrai travail de taxonomiste. Alors actuellement les bases de données, on en a parlé dans le cours, elles sont aux 3 quarts vides ou aux 3 quarts, ou un quart pleine, ça dépend comment on se place, si on est optimiste ou pas, et elles sont pleines d'erreurs. Et donc du coup on a un énorme besoin de taxonomistes pour remplir ces bases de données. Et je fais un petit calcul idiot, mais qui donne une idée. Donc actuellement dans Bold, qui est la meilleure des bases qu'on ait en taxonomie pour le moment, sur les animaux notamment, parce qu'elle est la plus complète et elle est la plus fiable, on a, j'ai regardé ce matin, à peu près 180 000 espèces qui sont renseignées, animales. Donc Bold existe depuis 15 ans, donc en 15 ans, on a réussi à donner des barcodes pour 180 000 espèces. Si on n'est pas très optimiste, on a à peu près 5 millions d'espèces animales sur Terre. On peut aller jusqu'à 10 millions si on veut. Donc 1 million connus et 4 millions qui ne sont pas connus. Donc si on fait un calcul tout bête, il va nous falloir 400 ans de travail de taxonomiste au rythme actuel pour remplir ces bases. Donc pendant 400 ans, on aura encore un énorme besoin de taxonomistes. Et donc moi, ce que je pense, c'est à peu près l'inverse de ce qui était prévu au départ, c'est que le barcode ne va pas remplacer les taxonomistes, mais il devrait créer des postes de taxonomistes, et on a un gros besoin de taxonomistes. Il faudrait créer des postes pour remplir ces bases de données et répondre à la demande. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, s'ils ont d'autres idées. Ah oui, et donc on me rappelle que effectivement c'est l'objectif du MOOC de susciter des vocations et de créer des compétences en taxonomie. Donc, merci Jean-Claude pour cette réponse complète. Donc, la prochaine question est pour Emmanuel Artige. Donc, quelqu'un nous demande si on peut solliciter le CBGP pour avoir accès aux collections. Alors oui, on peut solliciter on peut demander à avoir accès aux collections du CBGP si c'est pour une recherche scientifique. Donc dans ce cas-là, on m'envoie une demande puisque je suis la gestionnaire des collections, ou alors à un des entomologistes du CBGP ou un acarologue. Cette demande est traitée, et quand elle est actée, on organise une consultation à l'intérieur de l'unité. Après, si c'est pour une curiosité, là, c'est les salles d'exposition des muséums qui vont faire l'affaire. Voilà. Mais bien sûr, toute demande est traitée si elle est scientifique. D'accord, merci. Éric Pierre, une question pour vous. Est-ce qu'on peut envoyer des spécimens pour identification ou enrichir la collection? Alors oui, mais on va dire lorsqu'il s'agit de spécimens collectés dans le cadre de recherche dans lequel le CBGP est impliqué. En revanche, on peut solliciter les professionnels de terrain, nous-mêmes, pour obtenir du matériel qu'on a habituellement, pour lequel on a habituellement des difficultés à récolter. Ce sont des gens qui sont régulièrement sur le terrain et donc qui peuvent nous fournir ce type de matériel. J'en profite également pour dire que dans le cadre des formations qui sont mises en place au CBGP, notamment je pense à celles organisées par le CIRAD annuellement, ça nous permet de rencontrer en fait des professionnels et d'être en contact direct avec eux et de les solliciter dans ce cadre-là pour obtenir du matériel. Nous intervenons donc en termes d'identification comme en tant qu'experts en taxonomie, chacun dans son domaine de compétences,
Et donc on a ici sur ce plateau, ou cette scène on va dire plutôt, plusieurs spécialistes, Armel pour les pucerons, voilà, Jean-Claude pour les aleraudes et les punaises, etc. Et bien entendu, les identifications qui sont faites dans ce cadre-là vont permettre d'enrichir nos bases de données, et tous les spécimens, échantillons spécimens qui parviennent au CBGP sont naturellement en fait inclus dans les collections et viennent enrichir et embellir nos collections, que ce soit des collections sèches en alcool, et qui viennent également enrichir notre librairie d'ADN, notre DNATech en fait. Je voulais juste rajouter sur les acariens aussi, c'est qu'on a un service d'identification, donc en fait on a plusieurs façons de pouvoir travailler sur l'identification. Donc la première, c'est avec des collaborations de recherche, comme a dit Eric. Donc en fait on peut monter des collaborations avec des professionnels, etc. Donc pour connaître et répondre à des questions appliquées sur l'impact de la diversité, sur la gestion des parcelles, etc. Par exemple en lutte biologique. Et après, on a un service d'identification, ou en fait, qui dit service dit payant, qui est un service de prestation où on peut nous envoyer des échantillons, et à ce moment-là, on fait des devis, et puis en fait, on identifie selon les besoins. Je vais compléter aussi un peu. À l'INRA, on a cessé depuis de nombreuses années de faire de l'identification à la demande. On ne fait plus cette prestation de service qu'il faut encore en acarologie. Donc, par contre, au CBGP, on a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de la santé des végétaux, qui appartient à l'ANSES et qui continue à faire ces prestations-là. Effectivement, c'est une activité qui est payante pour les particuliers. Après, si vous avez besoin d'un laboratoire pour faire de la bactériologie, de la nématologie, ou identifier d'autres organismes, insectes compris, il y a un site internet du réseau français de la santé des végétaux, le RFSV, qui liste les laboratoires capables qui ont une offre d'analyse et qui permettent de faire des analyses comme ça en routine. Donc une autre question pour vous, Laurent. Donc comment se passent les relations entre les salles de collection et les musées, et est-ce que certains spécimens finissent dans les musées ou inversement? Merci. D'une manière générale, les relations entre les musées ou entre les collections se passent très très bien. On a coutume de se prêter, d'échanger ou de se donner du matériel, qu'il s'agisse de type, donc pour étude, ou de matériel communiqué pour identification ou pour étude. Et donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Jusqu'à présent, ça se faisait d'une manière plutôt informelle entre les conservateurs, entre conservateurs et professionnels, ou entre conservateurs et amateurs. Donc il y avait mis à part les types qui restent dans les instituts en général, qui sont juste prêtés, le reste du matériel pouvait transiter comme ça, même durablement, sur des longues périodes entre les instituts. Le problème maintenant, c'est que depuis l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya, il y a de nouvelles contraintes administratives qui vont se greffer sur ces échanges. On ne sait pas exactement de quel ordre actuellement, puisque c'est récent, ça se met en place. Mais il y aura certainement des réglementations nouvelles, un peu dans le genre de ce qui se passe actuellement, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, où eux, hors Nagoya, ils ont déjà mis en place ce genre de réglementation depuis très longtemps. Et avec ces pays-là, ça se passe très très bien. Ils font des prêts, des échanges. Donc j'imagine et j'espère qu'il en sera de même après au niveau mondial à partir de Nagoya. Merci. Emmanuel, combien de temps les spécimens sont-ils conservés? Les spécimens sont conservés le plus longtemps possible pour ce qui concerne les collections de référence, les collections patrimoniales. Donc elles sont faites pour les générations futures, donc on essaye qu'elles soient conservées dans des conditions optimales pour perdurer. Pour l'instant, on est en train de tout garder, le spécimen pédagogique, spécimen d'études aussi. Certains spécimens sont détruits pour des analyses, donc voilà, eux ont une durée de vie à court terme, mais il va falloir réfléchir dans les années qui viennent à une sélection et à voir ce qui est à conserver sur le très long terme, moyen terme,
court terme, on sait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment une politique à avoir dans tous les instituts, une réflexion sur qu'est-ce qui est fait pour être conservé sur le long terme, et sur ce des spécimens dont on doit vraiment faire une conservation de type très dur. Voilà. Après, donc voilà, des spécimens sont détruits, des spécimens sont gardés, voilà. Il y a plusieurs cas. Merci. Une nouvelle question pour Laurent. Est-ce que vous vendez des spécimens? Non, absolument pas. Parce que nous ne sommes pas propriétaires des spécimens, enfin je veux dire individuellement propriétaires des spécimens qui sont dans sa collection. Ils appartiennent à nos instituts et donc à l'État français par extension. Donc on n'a absolument pas le droit de les vendre. Donc maintenant une question pour vous, Eric et Jean-Claude. Donc quel type de structure ou d'organisation vous sollicite et pour quel type de travail? Alors, ce sont essentiellement des organismes de recherche et de développement. Alors, pour quel type de travail? Alors, comme l'a déjà évoqué Jean-Claude, ce sont pour des expertises, également pour des travaux de recherche en phylogénie, et puis également pour créer et mettre en place des outils de diagnostic morphologique et moléculaire. Donc nous avons une certaine expérience au CBGP dans ce domaine-là, et je vais passer la parole à Jean-Claude qui va nous donner quelques exemples un petit peu plus détaillés sur les gens qui font, enfin, on va dire quels sont les demandeurs et pour quel type de travaux. Il va nous illustrer ça dans son propos. Alors, je vais aller du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est ce dont on a déjà parlé, c'est la consultation des spécimens de nos collections. Donc il y a des gens qui nous consultent en permanence pour nous demander des spécimens. Donc il y a quelques semaines, on a envoyé des spécimens de Tentraides au Japon, par exemple, pour un taxonomiste qui souhaitait les étudier. Ça, c'est le plus simple. On est sollicité aussi pour faire de l'expertise entomologique, on en a parlé aussi. Donc, à titre d'exemple, cette semaine, j'ai identifié une punaise prédatrice prélevée à La Réunion pour une société qui fait de la lutte biologique et qui souhaite l'utiliser, donc ils voulaient qu'elle soit identifiée. Donc ça, c'est des sollicitations assez rapides, assez simples. Après, on peut être sollicité pour résoudre des problèmes taxonomiques complexes. Alors actuellement, on a un projet de recherche et donc là, on est sollicité par exemple par des instituts techniques professionnels agricoles. Donc là, on a été sollicité pour faire partie d'un programme de recherche sur les punaises des légumes et comment on peut gérer les dégâts qu'elles occasionnent. Et là, le CBGP doit résoudre un problème taxonomique pour un groupe de punaises qui s'appelle le genre Ligus. On n'arrive pas à les identifier clairement, donc il faut qu'on résolve ce problème-là. Et à l'issue de l'étude, dans 3 ans, on devra fournir des moyens d'identifier toutes ces espèces de Ligus qui sont présentes dans les écosystèmes. Donc ça, c'est un autre type de recherche purement taxonomique. Puis après, on est sollicité aussi pour créer des outils d'identification. Donc là, on a été, par exemple, également sollicité par un institut technique qui est Terre Innovia, qui s'occupe du colza. Et donc là, pareil, on est rentré dans un projet de recherche où notre rôle, c'était de leur fournir des outils pour pouvoir identifier, à la fois morphologiquement et moléculairement, les charançons qui s'attaquent au colza et les auxiliaires qui les régulent. Alors pour ça, on a fait ça de façon très poussée. Donc on a Terre Innovia qui nous a demandé le travail à prélever des quantités importantes de charançons. Ils les ont élevés, ils ont obtenu des parasitoïdes. Nous, on a identifié tout ce matériel. Alors ça a été assez compliqué parce que ce matériel-là, c'est des groupes qui n'ont pas été étudiés depuis les années 60. Donc on a dû faire appel justement au musée de Lausanne qui possédait tous les types de ces parasitoïdes pour pouvoir les identifier. Donc ça a été fait par nous. À partir de tout ce matériel, on a créé des clés d'identification polytomiques et dichotomiques, dont vous savez, il n'y a plus de secret pour vous après le MOOC. Donc on a créé ces outils-là pour que les professionnels puissent identifier leurs bêtes facilement. Et puis il y avait une autre question que se posait cet institut technique. Il voulait calculer les taux de parasitisme. Donc actuellement, comment on fait? On prend les larves de charançons qu'on n'arrive pas à identifier à l'état larvaire, on les élève et on obtient des parasitoïdes avec des problèmes de mortalité. L'élevage marche mal, ça prend du temps et donc du coup c'est très difficile à mettre en place. Et donc là on développe des programmes de métabarcoding sur ces espèces-là, enfin on les a développés, de manière à leur permettre de faire l'identification rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les espèces qu'on a identifiées morphologiquement, on les a séquencées. On a créé une base de données de référence pour les 5 espèces de charançons, il y en a une vingtaine de parasitoïdes.
Et à partir de cette base de données de référence, maintenant, ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, là, on va prendre des larves, on va faire ce qu'on vous a expliqué durant le MOOC, là. Donc on va prendre ces larves, on va extraire tout l'ADN, et on va blaster sur notre base de données, et ça va nous dire, quelle est l'identification de la larve de charançon, et ensuite si elle était parasitée ou pas, et par quelle espèce. Et donc du coup, en une simple analyse moléculaire, on aura pu calculer des taux de parasitisme, ce qui aurait pris plusieurs mois avant. Et l'intérêt de ça pour le professionnel, c'est qu'ils veulent comparer des agrosystèmes, c'est-à-dire ils veulent savoir si mettre une haie dans un champ, est-ce qu'on a plus de régulation des auxiliaires, et ça va leur permettre de répondre à la question en calculant les taux de parasitisme, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc voilà, donc ça c'est un autre exemple de sollicitation. On est sollicité pour des crises phytosanitaires. En ce moment, il y en a une grande dont vous êtes peut-être au courant, c'est Xylella fastidiosa, la bactérie qui tue les oliviers en Italie. Donc là, c'est le ministère de l'Agriculture qui nous a sollicité pour étudier les vecteurs, savoir qui vectait cette maladie, enfin, quelles sont les espèces, ce qu'elles mangent, enfin, tout un tas de réseaux trophiques qu'on est en train d'étudier. Et puis, on est sollicité pour participer à des programmes de recherche et on propose nous-mêmes des programmes de recherche en taxonomie. Donc là, c'est plus de la phylogénie, de la cladistique et des choses comme ça. On est aussi sollicité pour faire de la biodiversité. Et donc, pendant le MOOC, Laurent vous a parlé de Bionéocal, dont le but était d'aller chercher de la biodiversité, d'étudier la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça, ce sont des programmes de recherche dans lesquels on entre et que l'on propose nous-mêmes. Donc actuellement, on en a plusieurs. Donc on en a un sur la phylogénie des calcidiens, qui sont des hyménoptères parasitoïdes. On en a sur les papillons. On en a sur les bruches, les ténébrionides. Bon, on a plusieurs groupes qui nous intéressent, sur lesquels on travaille. Donc voilà, donc du coup, on est très très sollicité. On ne peut pas répondre à tout, et c'est un peu la difficulté. On serait plus nombreux, ça serait mieux. D'accord, merci pour cette réponse. Donc, une nouvelle question pour vous, Eric. Est-ce qu'il y a des échanges au niveau des bases de données? Et est-ce que certaines sont confidentielles ou est-ce que c'est un travail collaboratif entre les labos? Alors oui, les grandes bases de données, notamment celles qui agrègent de la connaissance en données moléculaires, donc je pense aux bases de données, les grandes banques d'ADN, donc notamment GenBank, la DDBJ, donc l'équivalent au Japon, et puis le MBL en Europe, s'échangent en fait leurs données moléculaires, cela depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Sur le plan, au niveau local, donc nous, comme l'a dit Jean-Claude, nous avons également conçu, créé, et nous sommes en train de développer des bases de données, notamment Artemis, qui agrège pas mal de connaissances, et au jour le jour, on implémente de plus en plus de données systématiques, bioécologiques, moléculaires. Nous tentons en fait d'interconnecter cette base avec d'autres bases de données. C'est le cas par exemple de la base RSYST, qui est le réseau de systématique de l'INRAS. Et nous essayons effectivement d'implémenter également cette base en parallèle. Et puis nous essayons également d'interconnecter la base Artemis avec IFITIA, qui est une base INRA, dans laquelle en fait il est possible donc d'identifier, de caractériser les bioagresseurs et les ennemis naturels de ces bioagresseurs. Donc un effort est actuellement mis en œuvre pour interconnecter Artemis avec ces deux bases importantes. Confidentialité, alors ces bases ne sont pas confidentielles, en revanche certaines données peuvent l'être. Alors je m'explique, dans Artemis, pour des raisons de publication, certaines données, notamment les données moléculaires, ne sont pas accessibles au grand public, enfin pour une partie. Ce sont par exemple également des données, donc comme je disais, moléculaires, donc parce qu'elles n'ont pas été contrôlées, validées, et donc elles devront être publiées, mais une fois publiées, elles sont accessibles. Nos partenaires également de recherche exigent aussi une certaine confidentialité sur leurs données. Ce sont par exemple des données de lieux de collecte.
certains fournisseurs d'organismes auxiliaires souhaitent également l'anonymat, puisque nous avons fait un travail également de séquençage de leurs bêtes, et donc ils demandent effectivement à ce qu'ils ne soient pas connus dans les bases de données. Et puis l'ANSES nous a demandé également, l'ANSES LSV, le laboratoire de la santé des végétaux, de garder l'anonymat de leurs clients, puisque nous hébergeons certaines de leurs données dans la base Artemis. Alors c'est tout un ensemble effectivement de données qui ne sont pas pour le moment accessibles, mais nous garantissons effectivement la protection de ces données. Donc les données que nous gérons, bien entendu, sont le fruit de multiples collaborations scientifiques avec différents organismes de recherche et de développement, et elles se placent donc ces recherches au niveau national et international. Voilà. Donc Artemis, effectivement, alors par rapport à ce que disait Jean-Claude, notamment dans le cas de Coléotool, pour les aspects caractérisation des charançons et des de leur ennemi naturel, donc les hyménoptères parasitoïdes, certaines fiches sont déjà accessibles sur Artemis, les séquences sont disponibles, donc blastables, et nous tentons également de développer des fiches, cette fois-ci en français, parce qu'il faut savoir que dans Artemis, la plupart des fiches sont en anglais. Nous essayons de créer le pendant en français dans la base IFITIA. Voilà. Donc tous ces aspects-là sont en cours de développement, et nous espérons que dans le cadre de Coléotool, le projet va être finalisé cette année, d'obtenir des fiches à la fois en anglais et en français à la fin de l'année. Merci Eric. Une nouvelle question pour Laurent. Y a-t-il une période délicate entre la collecte d'un spécimen et sa mise en collection, et quelles sont les principales précautions qu'il faut prendre ? Alors entre le moment de la collecte d'un spécimen et son classement dans une boîte de collection, il peut se passer une période allant de quelques heures à plusieurs décennies en fait. Ça dépend du contexte. Le plus important, ce qui est absolument fondamental, c'est pendant cette période de conserver les données de collecte, donc la localisation, le point GPS aujourd'hui, la date, accessoirement le nom du collecteur, parce que ça constitue l'état civil de l'insecte, et si on le perd, le spécimen perd toute valeur scientifique. Parce qu'avoir un spécimen épinglé sans aucune donnée de collecte, même si on peut l'identifier, on ne sait pas de quel pays il vient par exemple, et il n'y a plus aucune information disponible. Alors évidemment, le contexte fait que parfois il s'écoule beaucoup de temps entre la capture et la mise en collection, parce qu'il faut, par exemple, les insectes qui sont capturés pendant les périodes de guerre, il y a toujours des entomologistes qui traînent, même sur les champs de bataille. Et j'ai vu par exemple au musée de Gênes en Italie des spécimens qui avaient été capturés en Libye, alors à Benghazi, à Tobrouk, à Bir Hakeim en 1941. Et en fait, ils ont été ramenés, ça a pris du temps, ils ont été conditionnés et identifiés bien plus tard. Donc le plus important, c'est de garder les informations. Et puis après, dès l'instant où les spécimens sont placés en couche avec leurs étiquettes et qui sont mis à l'abri des destructions, ça peut être aussi bien les parasites, les moisissures, etc., on peut les repréparer facilement, même plusieurs siècles après. Ça ne pose pas de problème. Très bien. Maintenant, une question, peut-être Armel, vous pouvez y répondre. Donc c'est Neoptera qui dit « Bonjour, j'en suis au cours 2 de la session 3 et tous les documents proposés pour aller plus loin sont en anglais. C'est assez difficile de lire la littérature scientifique en anglais, même avec un bon niveau. Y aurait-il des documents en français pour avancer plus rapidement ?» Alors, oui, je suis bien d'accord avec vous, l'anglais, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'en sciences, faut être honnête, toute la littérature maintenant est en anglais. Donc, c'était spécifiquement sur le barcoding environnemental. Donc là, par contre, oui, je me suis un peu renseignée, j'ai cherché auprès de mes collègues, et je vais vous mettre en lien sur le site un lien vers une vidéo. Cette vidéo, en fait, c'est un cours qu'a donné un collègue ingénieur spécialiste de biologie moléculaire à des représentants des parcs nationaux qui voulaient justement comprendre les nouvelles technologies de barcode, de métabarcoding, etc. Et donc ça repart, c'est en français, et ça repart de notions très basiques, qu'est-ce que l'ADN, etc.,
puisque ça s'adressait à des personnes qui n'étaient pas forcément biologistes moléculaires. Et ça va jusqu'au métabarcode et les analyses qui suivent. Je pense que ça sera assez simple pour vous apporter un certain nombre d'informations. Parce qu'après, des données écrites en français sur ces domaines-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça aussi que le MOOC est intéressant, parce que ça permet de rendre accessible en français un certain nombre de notions, une fois que nous, on a lu les articles en anglais et essayé de les rendre pédagogiques en français. Okay. Donc une autre question pour vous, Armelle, et aussi pour Marie-Stéphane. Donc une question de Eric Cagnage qui nous dit que les vidéos sur l'acquisition de données sont difficiles à suivre parce qu'il manque de vocabulaire. Donc notamment, il vous donne quelques définitions qui lui manquent, comme plaque PCR, amplicon, multiplexing, forward, reward, design, ligation, adaptateur de séquençage, Illumina et mélange de librairie. Il dit qu'il en a sûrement oublié. Ouais, en fait, je pense qu'il y a une difficulté de base pédagogique qui est que quand on fait un MOOC, on s'adresse à une population assez large qui va de vrais débutants jusqu'à des personnes qui ont déjà des connaissances, etc. Il faut arriver à doser. Si on commence à expliquer vraiment les notions, les termes et les notions très basiques, on n'aura jamais le temps d'arriver jusqu'au niveau qui intéresse les personnes qui ont déjà un niveau de base. Donc il y a cette difficulté-là. Ensuite, oui, on peut essayer... En plus, il y a les personnes qui vous font les cours sont des personnes qui travaillent avec ces termes-là à longueur de journée. Donc en fait, au bout d'un moment, il devient difficile de comprendre quels sont les termes qu'il faut réexpliquer, parce que c'est des particuliers à notre environnement et à notre métier, parce qu'on les utilise tellement fréquemment qu'on a l'impression que c'est passé dans le langage courant. Donc après, pour essayer de donner quelques définitions, alors une plaque PCR, donc les réactions PCR, PCR c'est Polymerase Chain Reaction, donc c'est ce qui amplifie l'ADN, c'est une réaction avec un ADN ou un mélange d'ADN et des produits qui vont permettre d'amplifier cet ADN. Et en général, on le fait dans un petit tube s'il y a un échantillon. Mais comme on a tendance maintenant à traiter beaucoup d'échantillons en parallèle, les firmes ont mis au point des plaques. Donc en fait, c'est juste des tout petits puits qui sont collés les uns aux autres. Et il y en a en général, c'est des plaques de 96 puits. Donc il y a 96 petits tubes qui sont collés les uns aux autres et qui forment une plaque. Et les machines qui permettent après d'amplifier l'ADN sont prévues pour ces plaques. Donc on prend la plaque et on la pose et on ferme la machine. Ce que je vous propose, c'est qu'on ramènera une plaque PCR la semaine prochaine au live et on vous la montrera, ça sera plus parlant. Un amplicon, alors un amplicon, c'est un morceau d'ADN, mais défini, en fait, on différencie amplicon de génome. Donc génome, c'est vous amplifiez tout l'ADN, voilà, ou des morceaux aléatoires, vous ne savez pas précisément où ils sont situés. Et quand on parle d'amplicon, on veut dire qu'on amplifie un morceau d'ADN connu, et toujours le même. Par exemple, pour le barcode animal, le COIN. Donc on dit on fait de l'amplicon, c'est-à-dire on va essayer d'amplifier que ce morceau-là. Le multiplexing, ouais, moi aussi je suis mauvaise en anglais, ça veut bien dire, c'est une sorte en effet de mélange, c'est-à-dire que au lieu d'amplifier un type d'ADN d'un spécimen dans une réaction, on va pouvoir mélanger différents types d'ADN ou différents gènes. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, c'est très lié aux méthodologies de séquençage qui ont beaucoup évolué. Il y a deux grands types de séquençage. Le séquençage Sanger, qui ne peut amplifier qu'un ADN, un type d'ADN, et séquencer un seul type d'ADN. Donc c'est un gène sur un spécimen. S'il y a des mélanges, il ne peut plus nous sortir la séquence. Et il y a les nouvelles technologies de séquençage qui permettent de sortir les séquences, donc les ATCG, etc., même s'il y a des mélanges d'ADN différents et des mélanges de séquences différentes. Donc maintenant, ça permet justement de multiplexer, c'est-à-dire de mélanger différents ADN, soit différents gènes du même spécimen, soit un seul gène, mais avec différents spécimens.
Donc le multiplexing, c'est ça, c'est mélanger. Forward, forward, reward, alors ça c'est des anglicismes, c'est forward et reverse en général qu'on dit. Donc l'ADN c'est 2 brins, pour simplifier, hein, c'est très simplifié, hein, c'est 2 brins comme ça, et ils ont un sens de lecture en fait. Donc c'est compliqué à expliquer hein, sans un petit crowbar. Donc normalement les 2 brins on va les séparer pour les amplifier. Et après, on va venir accrocher une petite molécule qui va relire et reconstituer le brin complémentaire, c'est-à-dire celui qui est là. Et on va faire pareil ici. Et ça se fait dans un certain sens. Et le sens de l'ADN, on l'appelle forward. Et si on lit dans l'autre sens, l'antisens, on l'appelle reverse. Ça demanderait peut-être un schéma qu'on va placer sur le forum. Design, c'est un terme, un anglicisme. Je pense que c'est relatif au designing des amorces, je pense. Design de la manip aussi. Au design de la manip. Alors, moi, comme ça vient juste après forward et reverse, je pense que ça correspond aux amorces. En fait, là, l'idée, c'est que pour pouvoir amplifier cette partie spécifique dont a parlé Armelle, en fait, il nous faut déterminer où commence le bout qu'on veut amplifier et où il termine. Et en fait, ce qui va nous donner le début et la fin, c'est ce qu'on appelle des amorces. Donc vous avez des amorces forward dans un sens, donc ça commence, et vous avez l'amorce reverse dans un autre sens qui dit là ça termine, et donc entre les deux, on amplifiera ce qu'on veut. Et donc pour pouvoir déterminer quelles sont les amorces, on les design. Donc c'est-à-dire qu'on fait des amorces qui correspondent au mieux aux gènes qu'on veut amplifier, et donc qui sont les plus spécifiques possibles. Donc je pense que c'est à peu près ça que ça veut dire. Ensuite, je te laisse pour la ligation. Donc la ligation, donc une fois qu'on a, c'est toujours pareil, hein, c'est très très simplifié ce qu'on est en train de vous expliquer. Une fois qu'on a l'amplicon, on va vouloir rajouter, donc on a amplifié l'amplicon, donc cette partie-là, on l'a un nombre de fois, des millions de fois, répété, que cette partie-là, et on va vouloir accrocher au bout de ce petit morceau des ADN spécifiques ou des petites queues, de ce qu'on appelle des queues. En fait, c'est des bouts d'ADN qui vont être marqués, par exemple, avec une fluorescence ou avec quelque chose. Et on va vouloir l'accrocher au bout de l'ADN. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle une ligation. Donc après, il y a différentes techniques. Mais en gros, par exemple, les 2 brins dont je vous ai parlé, si on enlève une paire de bases à la fin et que le morceau qu'on veut rajouter a le complément à cette paire de bases, et ben on va venir les accrocher comme ça. Et ça, il y a des réactions particulières qu'on appelle ligation. En gros, c'est pour raccrocher au bout de l'amplicon un autre morceau d'ADN qui nous intéresse. Et là, on en arrive à l'adaptateur de séquençage, par exemple, qui est une forme... il va falloir liguer l'adaptateur de séquençage. Donc l'adaptateur de séquençage, pareil pour simplifier, c'est un bout d'ADN qu'on connaît, qui est très particulier, qu'on va venir accrocher au bout de l'amplicon, et qui va nous permettre, comme on le connaît après, de mettre un ADN complémentaire à ce morceau qu'on connaît, et la réaction de séquençage va lire, en rajoutant les petits ATCG, en complémentaire à notre ADN, va lire cet ADN. Mais pour ça, il faut qu'on ait un petit bout qu'on connaît au départ, qui va permettre de venir accrocher le lecteur, quoi, quelque part. Et ce morceau d'ADN qu'on connaît, ça s'appelle un adaptateur de séquençage. En fait, c'est quand même important parce que c'est ça qui permet d'amplifier plein d'ADN différents. Parce qu'en fait, on est obligé d'accrocher un morceau pour pouvoir lire. Et si on lisait directement, comme on faisait avant en Sanger, le morceau d'ADN, en le coupant, il y aurait... les mélanges ne seraient pas possibles. Tandis que là, même si les ADN sont différents, ils vont tous avoir un point commun, c'est cet adaptateur de séquençage. Donc, quel que soit le morceau d'ADN, on va aller chercher l'adaptateur de séquençage pour lire l'ADN. Illumina, c'est un mélange entre...
une marque. C'est une marque une firme qui construit des procédures, des appareils pour faire du séquençage, des protocoles, des produits qu'on utilise pour faire le séquençage. Donc c'est une marque, mais comme ils ont mis au point une technique de séquençage très particulière et qu'ils ont quasiment le monopole sur cette technique, voilà. C'est un peu comme quand on dit scotch, au lieu de dire ruban adhésif. Dans le langage courant, on dit scotch. Scotch, c'est une marque et ils ne font pas que du ruban adhésif, mais on dit scotch au lieu de dire ruban adhésif. Bon, Illumina, c'est un peu comme scotch, quoi. Mais c'est la technique, et la technologie qui est la plus utilisée actuellement pour faire du NGS. Donc, nouvelle génération de séquencing. Et mélange de librairies, alors là, ça devient vraiment, vraiment trop technique pour moi. Ça, on demandera aux spécialistes de vous répondre sur le MOOC. Merci pour cette réponse. Donc, toujours pour vous, Armel, et une nouvelle question de Pat 32K. Donc, Marie-Stéphane va répondre. Donc, il dit qu'il aimerait savoir si le barcoding environnemental peut faire partie aussi du bagage technique employé par les bureaux d'études lorsqu'ils mènent des inventaires de la faune et de la flore pour les études d'impact. Il dit que s'il comprend bien, cette approche permettrait de trouver par exemple plus facilement des espèces que les méthodes classiques de prospection. Et donc, il se souvient avoir lu il y a quelques années une étude qui comparait le nombre d'espèces d'amphibiens inventoriées dans un étang par les méthodes classiques et celle qui consiste à rechercher donc l'ADN environnemental. Et donc, dans le cas de l'ADN environnemental, un nombre plus grand d'espèces d'amphibiens avait pu être mis en évidence. Donc, il dit que pourtant, il ne voit pas ou peu cette méthode parmi les modalités de recherche d'espèces donc dans les études d'impact. Et est-ce qu'en matière de coût, est-ce qu'il y a donc un coût, des contraintes techniques ou d'autres ou autres que le barcoding environnemental pose, et donc d'autres difficultés particulières qui limiteraient, voire empêcheraient son utilisation? Ok, merci. Donc je vais essayer de répondre aux multiples questions qu'il y a dans la question. Donc d'abord, le premier élément, c'est sur les bureaux d'études. Donc ce qui me permet de répondre à une des sous-questions, c'est qu'en fait cette technique, elle est assez récente, puisqu'elle date des années 2012-2010. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas encore percolé totalement vers la profession et vers une extension finalement de son utilisation, parce que elle est toujours en test de recherche. Donc, et en phase de recherche. Donc, c'est une des raisons principales, et certainement que dans X années, en fait, on parlera du métabarcoding comme quelque chose de plus courant. Et la difficulté que je vois aussi, c'est que finalement, la profession ou les professionnels n'ont pas encore intégré forcément le barcoding. Alors, arriver au métabarcoding, en fait, ça demande des accélérations d'acceptation des méthodes qui sont assez difficiles. Bon, ça, c'est le premier élément de réponse. Après, est-ce que ça peut apporter des choses intéressantes ou pas? Alors oui, je pense, mais au même titre que le barcoding pour une partie. Parce que finalement, du métabarcoding, ça permet d'identifier, comme du barcoding, des espèces de façon différente, complémentaire par rapport à la taxonomie classique, c'est-à-dire en utilisant des caractères morphologiques. Donc ça, c'est le premier point. Donc le métabarcoding, au même titre que du barcoding normal, en gros, ça permet de détecter ou d'apporter des éléments supplémentaires pour dire si on a des espèces différentes, si les caractères morphologiques sont valables, si on a des espèces cryptiques, etc. Donc ça, c'est la première chose. Là où le métabarcoding peut être intéressant, c'est ce qu'a dit Armel tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça permet d'analyser plusieurs espèces en même temps, et donc d'analyser un mélange d'espèces. Donc quand on prend des individus qui sont sur une feuille, par exemple, on peut tous les prendre en même temps, extraire l'ADN de tous, même s'ils appartiennent à des groupes différents, et de ne pas faire du barcoding sur les 10 espèces qui étaient présentes. Donc ça permet quand même une accélération analytique intéressante. Et donc ça, c'est le premier intérêt, mais qui n'est pas encore percolé, comme j'ai dit, sur le niveau professionnel. Et le deuxième intérêt, c'est ce qu'a dit Jean-Claude, c'est que ça permet d'aboutir finalement à des choses qu'on a du mal à faire avec des analyses biologiques. Donc Jean-Claude a parlé du parasitisme. Donc en fait, quand on a sur une feuille, on peut avoir un mélange d'espèces, et à l'intérieur d'un individu, on peut avoir un mélange d'espèces. C'est-à-dire qu'on peut avoir des individus qui ont mangé des choses qui sont des prédateurs, donc on va avoir l'ADN du prédateur et de ses proies, et on peut avoir des individus qui sont parasités, donc on aura l'ADN de l'individu parasité et de ses parasites dans un même individu.
Donc en fait, le métabarcoding permet d'accéder à ces différentes espèces en une seule. Alors que si on veut savoir si un prédateur a mangé quelque chose, il faut l'ouvrir, l'autopsier, si possible, et ensuite essayer de déterminer les carcasses de quelque chose à l'intérieur d'un corps, donc ce qui n'est pas très simple, pour pas dire impossible sur des insectes, et des acariens encore plus. Et pour du parasitisme, il faut attendre que les parasites sortent du corps de la bestiole qu'ils ont parasité. Donc en fait, ça permet... moi, je pense que l'enjeu majeur, c'est au niveau analytique, c'est-à-dire que ça permet d'accéder à des informations complémentaires différentes et d'accélérer finalement les données qu'on peut avoir. Après se pose la question sur des collections d'insectes, mais sur des collections de données. C'est-à-dire que en fait, le métabarcoding, c'est de la base de données derrière. Et comment on gère les informations qu'on a qui vont être finalement de plus en plus nombreuses. Et un changement de métier. Faire un petit complément sur les limites peut-être, parce que là j'ai vu justement vous parler de l'article sur les batraciens, excusez-moi c'est pas un insecte, donc sur les batraciens dans les mares, il y a quand même des limites pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'elles seront levées un jour, au métabarcoding. C'est que si ça marche très bien, enfin à mon avis toujours, si les bases de données sont renseignées, ça marche très bien pour définir les aspects faunistiques, c'est-à-dire quelles sont les espèces présentes dans mon milieu. Ça marche beaucoup moins bien pour tout ce qui est fréquence. Donc c'est-à-dire quelle est l'espèce la plus fréquente, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier dans le mélange d'ADN les différents ADN, à les séparer et à dire telle et telle et telle espèce sont présentes. Par contre, même si vous avez beaucoup plus d'un ADN que d'un autre, dire telle espèce est plus présente que l'autre, ça par contre pour l'instant ça ne marche pas. Donc ça ne remplace pas non plus les études de terrain si vous voulez avoir une idée de la fréquence des différents espèces qui sont dans votre environnement. Ce que veulent souvent les bureaux d'études, ils veulent aussi un aspect fréquence. Donc pour l'instant ça ne marche pas. Et l'autre problème auquel il faut faire attention, c'est si ce n'est pas des spécimens que vous avez récoltés, mais comme le cas justement des batraciens dans les mares, des traces du passage des spécimens, puisque là en fait ils prélevaient de l'eau et ils analysaient l'ADN qui aurait été perdu par les cellules de peau des batraciens dans l'eau. Vous avez un gros problème potentiel qui est qui sont les faux positifs et les faux négatifs. Et c'est un vrai problème qui doit être réfléchi lorsqu'on fait des études de métabarcoding. C'est que vous pouvez amplifier avec les nouvelles techniques de séquençage des morceaux d'ADN, même quand ils sont très très rares. Et que donc le risque qu'il y a aussi, c'est que la moindre contamination par le manipulateur va vous donner des faux positifs. C'est-à-dire vous pensez que cet ADN est présent dans l'environnement alors qu'en fait il ne l'est pas. C'est des contaminations, etc. Il y a aussi des faux positifs créés par la technologie en elle-même de séquençage. Et puis vous pouvez avoir des faux négatifs parce que vous mettez quand même des amorces dans le mélange et que quelquefois ces amorces ne vont pas accrocher sur l'ADN d'une des espèces. Et donc potentiellement, vous allez dire cette espèce-là n'est pas présente dans l'environnement alors qu'en fait elle l'est. Donc il faut faire attention. Pour l'instant, c'est un peu normal aussi que ça ne diffuse pas hyper vite dans les bureaux d'études, parce qu'on en est quand même encore à la mise au point de certaines... pour vraiment valider ces méthodes-là, pour l'instant, il faut, à mon avis, encore continuer les recherches. Il y a peut-être qu'en bactériologie, où c'est utilisé depuis beaucoup plus longtemps, où il commence à avoir un peu de recul sur les limites et ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ces techniques, quoi. Et puis oui, c'est quand même assez cher, encore. Il faut compter plusieurs milliers d'euros pour avoir une analyse. Alors en fait, c'est cher en termes... voilà, il faut plusieurs milliers d'euros. Donc c'est cher si on n'a que 2-3 spécimens ou 2-3 échantillons à analyser. Si tu as beaucoup d'échantillons, là, ça ne devient pas cher par rapport aux techniques classiques. Je voudrais juste rajouter un point à propos du barcoding qu'on n'a peut-être pas, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui a peut-être été évoqué précédemment dans le MOOC. C'est qu'en fait, ça a un intérêt aussi très important pour le taxonomiste, parce qu'il existe, notamment chez les insectes, des stades, comme les stades larvaires, qui ne sont pas identifiables actuellement sur le plan morphologique. On arrive à identifier les adultes, mais on ne connaît pas les larves.
Et il y a aussi des sexes qu'on n'arrive pas à identifier. Par exemple, on arrive à identifier les mâles et puis pas les femelles. Et quand on se retrouve sur le terrain, enfin, à collecter des espèces sympatriques, donc qui vivent au même endroit, appartenant au même genre, on peut parfois identifier donc seulement les mâles mais pas les femelles, ou alors on peut identifier les adultes mais pas les larves. Et donc on ne sait pas attribuer les larves aux adultes ou les femelles aux mâles, par exemple. Et pour ça, le barcoding, c'est très intéressant parce que quand on arrive à identifier sur le plan morphologique un des stades connus ou un des sexes connus, eh bien on peut après attribuer les femelles, par exemple, ou les larves aux différentes espèces. Et ça, on ne peut pas le faire actuellement sur le plan morphologique. Merci. Donc après, on a quelques personnes qui ont des difficultés avec la base bold. Donc on a par exemple Cporte qui nous dit qu'elle colle bien la séquence au format FASTA et qu'elle a un message d'erreur qui apparaît. Et Laurence qui dit que la base bold demande de rentrer des données en format FASTA et elle voudrait en savoir plus sur ce format et sur l'utilisation de la base de données. Alors pour la première question, j'ai répondu ce matin sur le forum. Donc en fait c'est assez simple parce que vous avez de mémoire, parce que là j'ai pas le site internet sur les yeux. Donc de mémoire vous avez une fenêtre qui apparaît sur le lien sur lequel que j'ai posté ce matin. Et donc vous, dans cette fenêtre, vous prenez la séquence et vous la collez. Et ensuite, il y a un bouton Submit en bas, vous appuyez dessus, et puis normalement, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît avec la réponse. Donc ça, c'est pour la première question. Donc pour le format FASTA, en fait, c'est très simple. Hein. En fait, c'est une séquence A, T, G, C, A, A, etc. Voilà. Donc, et la seule différence, c'est qu'on dit qu'il y a un format FASTA parce qu'il y a un supérieur qui est devant un chevron, ouais, devant la séquence. Mais dans le cas de bold, il faut enlever ce chevron. Donc en fait, il faut que devant, oui, ou devant même. Ah oui, devant le nom de. Enfin, je suis pas sûre. Oui. Enfin, la FASTA, c'est un chevron, le nom de la séquence. On va à la ligne et on a la séquence. Voilà. Donc ça, c'est le format FASTA. Et en fait, dans bold, je pense qu'il y a une erreur parce qu'effectivement, quand on met tout ce truc-là, donc le chevron, le nom, on va à la ligne, la séquence, en fait ça ne marche pas et il faut simplement coller la séquence, c'est-à-dire vous commencez par A, T, G, C, ou G, C, T, T, etc. Exactement. Et donc on a une question en direct sur le forum, donc c'est Lucky Luke qui demande, dans le diaporama base de données et collection, vous évoquez des outils de sciences participatives, pourriez-vous développer ce sujet ? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, en France, c'est le MNHN donc, qui s'occupe plus particulièrement de toutes les bases de données de sciences participatives. Donc si vous allez sur leur site, vous verrez, en ce moment, il doit y avoir 7 bases de données participatives, dont une sur les insectes, je crois Spipool, je crois qu'elle s'appelle Spipol, voilà, ça dépend de l'accent. Donc là, ces bases de données sont ouvertes à tout participant, voilà, c'est pas que des professionnels qui y participent. Après, ce dont je parlais dans le cours sur les bases de données, c'était plus de la base de données GBIF. Et là, c'est une base de données agrégative de données en provenance des institutions mondiales. Parce que là, les données sont vraiment contrôlées, normalisées. Voilà, tout le monde ne peut pas rentrer ces données sur le GBIF. Bon. Pour, contre, ça reste à discuter. Mais là, vous trouverez des données vraiment scientifiques et scientifiquement validées. Les bases de données participatives du MNHN sont elles aussi contrôlées. Les données qui sont mises dedans sont vérifiées a posteriori par un groupe d'experts. Voilà, et ce qui aide vraiment la science à tout niveau pour connaître la biodiversité des insectes ou autres. Hein. Les chercheurs s'en servent et c'est vraiment un outil essentiel. Voilà.
Oui, je peux compléter. Les bases de données du MNHN, enfin, ce n'est pas des bases de données, c'est des programmes participatifs où le but, c'est de récupérer des données en très grand nombre. Et donc, on fait appel au grand public. Donc, bien évidemment, la précision d'identification des taxons, à ce moment-là, elle est inférieure à celle qu'on va demander à un spécialiste. Donc, souvent, il y en a plusieurs qui sont célèbres. Il y en a une sur les vers de terre, on en a une sur donc les pollinisateurs. Donc, on demande aux gens quel type de pollinisateurs ils ont trouvé, sans aller jusqu'à l'espèce, mais avec des patterns de coloration, par exemple. Idem pour les papillons de jour. On va leur demander combien de papillons vous allez rencontrer sur votre chemin en 20 minutes. Et ça permet, même si on ne connaît pas les espèces, d'avoir des données. Par exemple, en Angleterre, ils ont montré comme ça que les papillons de jour étaient en forte régression depuis ces 10 dernières années, d'un point de vue global. Donc, le Muséum d'histoire naturelle fait ça. Ils sont en train de développer des outils à mettre à la disposition des associations de naturalistes pour développer ce système-là. Et à l'INRA, on a quelques outils de sciences participatives, notamment l'application qui s'appelle Agir, A-G-2-I-R, qui permet sur quelques organismes, alors on a la pyrale du buis, le frelon asiatique, la punaise diabolique et la processionnaire du pain. Ça permet à n'importe qui de prendre une photo avec son téléphone portable, d'envoyer la photo sur notre base de données et d'augmenter donc le nombre des signalements de ces 4 espèces-là. Voilà, donc ça, n'importe qui peut participer. Et il y a un spécialiste derrière qui va confirmer ou pas l'identification en fonction des photos. Mais ça peut se faire que sur des espèces très faciles à identifier, ou au moins qu'on est capable d'identifier nous-mêmes sur photo, ce qui n'est pas le cas de la majorité des insectes et encore moins des acariens et des nématodes. Alors, on trouve Agir sur le site IFITIA de l'INRA. Il faut le micro. Alors, oui, ça aussi j'en parlais, c'est vrai, dans mon cours sur les bases de données donc de Agir, donc il y a l'adresse dans le cours. Il est noté aussi que on y avait accès via un téléphone portable, voilà. Donc, moi je l'ai pas testé, donc, mais voilà, je vais le faire pour pouvoir en parler mieux. On peut la télécharger sur son téléphone portable via n'importe quelle application, hein, en allant sur Google Play ou n'importe quelle chose. Smartphone, oui. Ou également, je crois ça marche aussi chez Apple, chez les deux. Ouais. Non, parce que sur mon téléphone portable. Merci pour cette réponse. Donc le live touche à sa fin, mais avant de terminer, j'aimerais aborder un point concernant l'évaluation de vos pairs. Donc en fait, certaines personnes ont été victimes d'une évaluation à la légère de la part d'autres pairs. Je tiens donc à vous rappeler que l'évaluation est une étape importante dans les activités qu'on vous propose et qu'on vous demande donc de la faire avec le même sérieux qui vous a permis de faire donc vos devoirs. Donc c'est un exercice difficile, il manque de l'empathie, de la concentration et de la rigueur. Si vous ne souhaitez pas corriger vos pairs, vous pouvez, c'est votre choix. Mais sachez que cela fait partie du deal et que tout simplement, vous n'aurez pas donc de notes à l'activité. Au moindre doute sur une évaluation, plutôt que de noter donc, au hasard, mettez un message sur le forum. Il y a donc un topic pour chaque activité. L'équipe pédagogique fait tout son possible donc, pour répondre à vos problèmes. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce 3e live. Si vous avez encore des questions, bien sûr, nous y répondrons dès que possible sur le forum. Et donc, merci à vous, les chercheurs, d'avoir répondu à toutes les questions de nos participants. Et merci pour la réactivité de ceux qui ont posé les questions sur le forum. Donc, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre donc, sur Twitter, donc c'est Nectarine, ou avec le hashtag MOOCNectar, sur Facebook, sur la page MOOCNectar et bien sûr sur la plateforme Fun. Vous pouvez découvrir dès à présent la dernière section du MOOC qui est ouverte depuis midi. N'oubliez pas de rendre votre devoir de la session 3 avant dimanche minuit et vous pourrez corriger donc les devoirs de vos pairs dès lundi. Et également, on vous rappelle que les inscriptions pour la certification du MOOC sont ouvertes depuis une semaine et vous pouvez vous inscrire donc, pour valoriser cette certification sur votre CV. Merci pour votre écoute et on tient à préciser que le live de la semaine prochaine, qui sera le dernier, aura lieu jeudi à midi et non vendredi. Et pour les personnes qui sont à Montpellier ou dans la région, vous pouvez également suivre ce live donc, dans cette même salle en direct.
Merci à tous.